Merci messieurs. Donc nous avons souhaité dans le service étudier la compréhension des patients sortir du service des urgences. Vous allez me dire mais c'est bien loin de nos préoccupations de CESU. Eh bien non, puisque là encore nous allons voir quel peut être le rôle des centres d'enseignement des soins d'urgence dans ce cadre. 50 à 80% des patients ressortent des services d'urgence. Ce qui fait qu'on s'adresse là à une population qui, en termes de chiffres, est important. Je vous rappelle qu'on a 14 millions de passages dans les services d'urgence, donc ça fait quand même beaucoup de patients qui passent dans nos services et qui rentrent à la maison ensuite. Nous nous sommes posé la question de savoir, mais que comprennent-ils lorsqu'ils rentrent chez eux? C'est-à-dire, que comprennent-ils au sortir des services d'urgence? Qu'est-ce qu'ils comprennent du diagnostic qui a été porté? Qu'est-ce qu'ils comprennent du traitement et des examens complémentaires qui parfois leur ont été prescrits? Et puis, ont-ils compris les éléments de surveillance qui ont été proposés? Et finalement, est-ce qu'ils adhèrent à cette démarche de soins? Alors, quels sont les constats? Eh bien, dans la littérature, de nombreuses études, j'en ai mis que quelques-unes, mais de nombreuses études montrent que 21 à 41% des patients, selon les études, ne comprendraient pas ni le diagnostic, ni le traitement, ni le suivi, donc les éléments de surveillance. Que 20% d'entre eux seraient conscients de leur non-compréhension seulement. Les autres partent, mais ne se rendent pas forcément compte qu'ils n'ont pas compris. Lorsqu'on étudie la non-observance, des études ont montré que les patients mettaient en avant la difficulté de communication. 12 à 20% des patients n'utiliseraient pas l'ordonnance qui leur est donnée au sortir du service, et de toute façon, 40% ne la respecteraient pas. Donc, quand on prend les éléments de la littérature, on se rend compte qu'il y a vraisemblablement un vrai problème, puisqu'on a des patients qui sortent de nos services, pour lesquels on fait un diagnostic, un traitement et un suivi, et qu'ils n'ont peut-être pas compris et ils ne l'ont peut-être pas respecté. Alors, il y a eu plein de causes qui ont été étudiées, qui ont été données à cela. Premièrement, dans 65% des cas, on pouvait relever un manque d'explication qui aurait été non donné dans le service des urgences. De la même façon, il n'y aurait pas eu de vérification, de rétro-information pour être bien sûr que le patient avait compris les instructions de sortie. Donc on donnait les instructions et on ne vérifiait pas la compréhension. On utilisait parfois des termes médicaux qu'on croyait pouvoir être compris par le malade alors qu'ils ne l'étaient pas. Il a été montré aussi que le faible niveau d'études, le contexte socio-économique défavorable, l'anxiété, la fatigue, la barrière de la langue augmentaient ces risques d'incompréhension. Et enfin, des études ont mis en évidence la place de l'âge avancé et la polymédication. Donc, on avait donc des éléments de littérature qui nous conduisaient à faire cette étude. Nous avons donc fait une étude qui est une étude qualitative qui a duré 6 semaines, sachant qu'on a tiré au sort 10 journées de recueil. Alors, dans notre service des urgences, on a 50 000 passages et un taux de consultation entre guillemets externe qui est de 60%, donc ça concerne un certain nombre de patients. Et on a voulu faire une pré-étude puisque notre objectif était de faire ensuite une étude multicentrique, donc sur plusieurs sites et de faire un PHRC sur le sujet. Donc on a tiré au sort 10 journées de recueil. Les entretiens ont été des entretiens semi-dirigés. Ces entretiens ont été réalisés par un médecin, un jeune médecin, on verra après que c'est peut-être un biais d'études, mais qui ne travaillait pas dans le service, donc qui était là en civil au sortir du patient. Et les patients, dans cette journée tirée au sort, étaient eux-mêmes tirés au sort. Il s'agissait d'adultes sans troubles cognitifs qui rentraient chez eux, qui sortaient de l'établissement de santé. On leur demandait leur consentement pour ces travaux, pour ces questionnaires, ce questionnement semi-dirigé, puisque ça durait en moyenne entre 20 et 30 minutes, donc c'était assez long, et ces questionnaires ont été, la conversation a été enregistrée avec le consentement du patient. Le questionnaire comprenait, enfin quand je dis questionnaire, entendons-nous, il s'agissait bien d'entretien, il y avait un questionnaire et un support écrit, mais il y avait un dialogue qui était réalisé entre le médecin et le patient. Donc on avait les données générales, le sexe, l'âge, etc. Le diagnostic, on voulait savoir si le patient pouvait nous donner spontanément le diagnostic qui avait été porté. Est-ce qu'il était satisfait par rapport à l'information qui était donnée? Pour cela, on avait utilisé une échelle de Likert. Est-ce qu'il était satisfait par rapport au temps qui lui avait été consacré? En ce qui concerne la thérapeutique, de la même façon, est-ce qu'il avait été satisfait de l'information et du temps consacré? Est-ce qu'il se déclarait, donc c'était très déclaratif, est-ce qu'il allait suivre l'ordonnance qui lui avait été prescrite? Est-ce que cette ordonnance était lisible? Et il y avait donc une évaluation de la lisibilité de l'ordonnance avec les critères qui sont donnés, donc bien écrit la dose, la posologie, la durée. Est-ce que le patient lui-même avait compris la posologie et l'action
des médicaments qui lui étaient proposés, et s'il y avait des examens complémentaires, est-ce qu'il en avait compris le bien fondé et l'utilité. Enfin, sur les critères de surveillance, est-ce qu'il avait, là encore une fois, compris ce qui lui était proposé. Et puis, s'il y avait eu un problème de compréhension, le médecin, enfin l'intervieweur, lui demandait s'il avait posé des questions, et vous verrez que les réponses sont en général intéressantes. Alors les résultats, on a inclus 36 patients, 30 étaient déjà venus dans les services d'urgence. On est en train de travailler actuellement sur les usagers fréquents des services d'urgence. Donc 30 étaient déjà venus, 8 bénéficiaient de la CMU. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on a regardé ça? Parce que dans les études, en général, et de l'adresse, pour avoir le niveau socio-économique, on étudie la CMU, et 28 avaient un niveau d'études qui était inférieur au bac. Alors, au niveau du diagnostic, 92% donnaient spontanément le même diagnostic. Donc ça voulait dire qu'ils l'avaient compris. 86% disaient que le temps consacré était suffisant. Alors là, bon, il y en a 78% qui adhèrent totalement au diagnostic qui est porté. Il y en a 20% qui sont plutôt d'accord. Donc déjà, on commence à avoir une petite diminution entre les bons chiffres sur le diagnostic de départ. Et là, on commence à se dire qu'il se passe un peu quelque chose. Et puis, on descend encore. 67% sont très satisfaits de l'information sur le diagnostic. Bon, 30,5% sont satisfaits. Ça veut dire qu'on commence à avoir un nombre de patients qui sont... il y en avait un qui était en désaccord total avec le diagnostic porté. 29 patients sont sortis avec une prescription et 3 avec des examens complémentaires. Alors comme vous pouvez le lire, finalement là, bon, ils sont plutôt satisfaits, le temps consacré c'est plutôt satisfait, l'échelle d'observance, bon, il y en a 25 qui nous disent on va suivre ce qui est écrit, 3 plutôt oui, alors là il y a une hésitation, et puis il y en a un plutôt non. C'était d'ailleurs celui qui n'était pas d'accord avec le diagnostic porté, ce qui est finalement assez logique. Où ça devient plus problématique, c'est là. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont satisfaits, très satisfaits, mais finalement, quand on commence à travailler avec eux à propos de l'ordonnance, 12 sur 29 n'ont pas compris l'ordonnance qui leur a été proposée. Donc il n'y a pas de compréhension pour plus de 40% de ceux à qui on a fait une ordonnance qui ne comprennent pas ce qui est écrit sur l'ordonnance et qui ne savent pas expliquer au médecin qu'ils ont en face de lui ce qui leur a été donné. Et de la même façon, sur les examens complémentaires, 2 sur 3 n'avaient pas compris à quoi cet examen pouvait servir. Sur les critères de surveillance, 9 patients, eh bien, tous, mon Dieu, je vais pas envoyer, hein. Ouf. Tous estimaient que le temps consacré était suffisant, mais 4 d'entre eux, 4 sur 9, ce qui est quand même un peu important, n'avaient pas compris les modalités de surveillance, et c'était des modalités de surveillance au traumatisme crânien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos? Premièrement, que c'est une préétude et que ça manque de puissance. Il y a un deuxième biais, c'est que le médecin a dû se former lui-même aux entretiens semi-dirigés, ce qui n'est pas complètement évident. On a pu avoir une différence significative, mais je me garderai bien d'en tirer des conclusions compte tenu de la difficulté, de la diminution de peu de puissance de cette étude, c'est qu'il y avait effectivement un lien entre le contexte socio-économique et la compréhension. Et ce qui n'était pas significatif, mais avec une tendance, il y avait effectivement un lien entre l'âge avancé et le niveau scolaire, mais cette étude ne visait pas forcément ça. Celle qui suivra, oui, celle-ci, pas forcément, et le nombre est vraiment trop peu important pour en parler. Par contre, ce qui nous a vraiment interpellés, c'est cette grande satisfaction, la compréhension du diagnostic, mais le fait qu'au total, 41% des patients avaient une difficulté de compréhension de l'ordonnance de sortie. À tel point qu'un certain nombre de travaux insiste sur la nécessité d'une information orale et écrite. Il a même été écrit dans 3 travaux que si plus le patient avait un niveau éducatif bas, plus il était nécessaire de faire une information écrite avec un support oral, une information orale avec un support écrit, voire même des illustrations pour faciliter la compréhension de sortie. Alors, cibler ce qui n'est pas compris. Là, alors, vous allez dire, oui, mais ça fait les perles. Sauf que, il n'empêche que ce sont ce que nous ont dit les patients. Alors, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Péros, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ibuprofène G-gramme, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est écrit 2, je ne comprends pas combien, ni quand je dois les prendre, je regarderai sur la notice ou je demanderai au pharmacien. Donc ce que vous avez, c'est ce qui était écrit littéralement sur l'ordonnance. Paracétamol, 3 par jour pendant 6 jours. J'en prends 3 jours, et si ça dure, j'en prendrai 6 jours. Si douleur abdo et QSP, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc ça, c'était écrit sur l'ordonnance. Hein. Offlocet 101, je ne comprends pas non plus. Je vais demander à la pharmacie d'écrire sur les boîtes et je lirai les notices. Prophénide 5
par jour au milieu des repas, j'en prendrai 5 comprimés au milieu des repas, et là on commence à quand même avoir une incompréhension qui devient problématique, puisque les 5 profénides au milieu des repas, ça ne va pas lui faire du bien. Et il a quand même, et ce qui est intéressant chez ce patient, c'est qu'il dit « mais il ne faut pas en prendre trop non plus », il se pose quand même la question de ce qu'il a lui-même compris, et celui-ci dit « je dois prendre ce traitement pendant toute la durée de mon arrêt de travail ». Alors on se dit « mais le paracétamol, c'est pas la peine de l'expliquer, en tout cas c'est la représentation qu'on a ». Et quand on demande aux gens mais à quoi sert le traitement, ça doit être pour la douleur, il y a du paracétamol dedans. J'ai entendu parler du paracétamol, ça doit être un désinfectant. Et le dafalgan, c'est un anti-inflammatoire pour éviter l'infection et la douleur. Quand on parle du diagnostic, ils ont compris le diagnostic, quoique j'ai un calcul coincé, mais je ne sais pas où, il m'a dit que c'était dans le néphrétique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le moment où cette patiente attend le chirurgien orthopédique et que ce que dit le médecin, c'est vous allez voir un ortho, avec un air tout à fait assuré, sinon que cette dame ne sait absolument pas ce que c'est un ortho, mais quand même elle a osé lui poser la question quand elle l'a vu. Enfin, justement, qu'est-ce qui empêche de poser la question à ce questionnement-là, les gens répondent « je n'ai pas osé, sur le coup, j'y ai pas pensé, de toute façon, je vais à mon médecin ce soir ». Et la dernière phrase est absolument merveilleuse. « J'aurais aimé qu'on me consacre plus de temps, mais je crois que ce n'est pas possible », ce qui d'ailleurs parfois est hélas vrai. Alors, nos propositions, évidemment, poursuite de ce travail avec des études multicentriques. Pourquoi ? D'abord parce que sur le plan organisationnel, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas créer un nouveau métier ? Est-ce qu'il ne faut pas se dire qu'à la sortie des urgences, il faut qu'il y ait un personnel de santé qui puisse s'assurer de la compréhension du patient et prendre le temps que n'a peut-être pas eu l'équipe soignante compte tenu des débits dans nos services ? La deuxième chose, c'est l'enseignement de la communication. En ce qui nous concerne, on enseigne les principes de communication au cours des études de santé depuis 1998. Les étudiants suivent nos enseignements de façon volontaire et tout le monde vient. Je crois que, je ne sais plus Fabien, mais tu avais dû la suivre. Et puis dans le cadre du développement professionnel continu, je crois qu'il faut vraiment travailler sur l'idée du communiquer comment, questionner comment. On va mettre en place, là on a travaillé sur l'idée de mettre en place une formation complémentaire, y compris pour nous, enseignants de CESU. Alors finalement, eh bien, il y a un bouquin qui s'appelle « Moi j'enseigne, mais eux apprennent-ils » Nous, la question, c'est « Moi je prescris, mais eux comprennent-ils » Et à notre avis, c'est un nouveau champ concernant l'enseignement des soins d'urgence. C'est notre part dans l'enseignement de la communication pour le patient. Merci beaucoup Christine pour cette communication éclairante sur un déni soignant. Car il faut le nommer comme ça, c'est un déni soignant, c'est celui de l'observance thérapeutique des patients et le fait que l'on prenne conscience tout récemment que dans les pires maladies, si tant est que ça puisse exister, une pire maladie, le meilleur score d'observance est de 50%. Là où on pense qu'on doit prendre systématiquement des médicaments, parce que c'est très grave, on s'aperçoit que les gens, finalement, n'atteignent qu'un niveau de 50%. Donc c'est un défi majeur, Christine, tu as bien raison de souligner pour les CESU, et probablement une piste de devenir. Une communication qui doit appeler des commentaires. Voilà. J'ai un commentaire, enfin une question, pardon, à Christine. C'est qui est-ce qui délivre l'information au patient? C'est le médecin ou c'est une infirmière? Médecin. Et vous avez essayé qu'une infirmière, parce que les États-Unis ont par exemple bien montré que les messages délivrés par le personnel soignant avaient un niveau de compréhension et de rétention beaucoup plus important. Ils ont créé la profession des nurse practitioners, qui notamment sont chargés des renouvellements d'ordonnances, de l'explicitation des examens complémentaires. Et c'est un petit peu le même phénomène qu'on observe dans les services où, après la visite, le malade demande à l'infirmière ce qu'ils ont dit. Et en fait, on est à peu près dans la même problématique. Et normalement, le rôle d'éducation de la santé fait partie du rôle propre de l'infirmière. Et peut-être que d'inventer un nouveau métier, est-ce qu'on ne pourrait pas, il y a les CESU bien sûr, travailler sur, dans les IFSI notamment, sur ce rôle d'éducation à la santé de l'infirmière? Alors je me suis mal exprimé, Jean-Claude. Plutôt qu'un nouveau métier, j'aurais dû dire, et pardon, un nouveau poste.
En fait, l'idée, et c'est pour ça qu'on souhaite faire une étude qui soit plus solide et en lien avec le département de santé des populations de notre établissement, l'idée c'est de se dire, est-ce qu'on n'a pas intérêt à poster, et je suis d'accord sur l'idée que l'infirmière, on met une infirmière d'accueil et d'orientation, il faudrait une infirmière d'éducation en santé à la sortie, et de poster quelqu'un, parce que je ne suis pas convaincue qu'on arrive à résoudre ce problème de communication au sein de nos services d'urgence, compte tenu, encore une fois, du flux de patients et de ce moment qui est une parenthèse dans la vie des patients. C'est-à-dire qu'ils sont dans un autre monde, ils n'osent pas poser les questions qu'ils pourraient facilement poser en tête-à-tête, en relation duale avec un personnel de santé. Donc l'objectif, c'est de se dire, est-ce qu'on a raison de penser ça? Tous les écrits, et tu as raison là-dessus, tous les écrits nous montrent que les infirmières et les infirmiers ont donc une possibilité de dialogue plus facile et qu'à notre avis, il faut que ça se fasse plus au calme plutôt que dans un contexte d'urgence où même si on prend le temps d'expliquer, on sait que la réexplication est nécessaire dans un contexte différent. Mais encore faut-il le prouver et notre étude a cet objectif-là. Non, finalement, c'était en lien avec la même question. Je voulais parler de ce nouveau métier. Et je crois quelque chose dont on n'use pas assez souvent, qui existe quand même, c'est la reformulation. Essayer de demander à un patient ce qu'il a compris, on ne le fait pas assez, que ce soit aussi bien les médecins, je pense que même les infirmiers. La reformulation, c'est un principe managérial. Hein, quand on apprend ça à l'école de cadre, on nous assiste assez là-dessus. Je crois que c'est certainement pas assez utilisé, qui pourrait régler quelquefois quelques problématiques de compréhension. Catherine ? Oui, moi la question que je me pose, c'est est-ce que c'est le problème de la non-compréhension, de la mauvaise explication aux patients, ou est-ce que ça a un lien aussi avec l'autre flèche, c'est-à-dire est-ce que moi le médecin, j'ai bien interrogé le patient, j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble que c'est pas forcément une question de nouveaux postes ou de nouvelles façons de faire, mais que c'est dans la relation patient-médecin, où le médecin, quand il écoute le patient ou qu'il l'entend, il entend peut-être des a priori, c'est-à-dire ce que lui a compris, mais sans entendre ce que le patient lui dit. Donc au moment où il va expliquer au patient ce que lui a pensé, il est exactement dans la même démarche. Je ne sais pas si je suis très claire. Oui, et donc c'est pour ça que je pense, avec toi, et puis c'est super, c'est bien, parce que ça va nous changer un peu, que dans les césures, on va pouvoir travailler sur la communication avec les patients. Oui, mais si tu veux, c'est pour ça que pour nous, il y a deux axes. Il y a l'axe qui est... On reparle de communication, mais hier, ce qu'a dit Jacques Tardif, on peut toujours en parler de la communication. À mon avis, au niveau des CESU, c'est des jeux de rôle de communication qu'il faut faire, et pas simplement parler du principe de la communication, du schéma de Shannon et du reste. Donc ça, à mon avis, ça c'est quelque chose qu'il faut développer, mais il y a les deux. Il y a une étude de Toronto qui montre qu'on interrompt un patient au bout de 12 secondes, ce qui fait que dans les services d'urgence, on est tellement pressé d'avoir le truc que dès que le malade il commence à raconter quelque chose, de toute façon, nous, c'est bon, au bout de 12 secondes, on l'arrête. D'ailleurs, ils vont m'arrêter aussi. Mais donc, je pense qu'il y a les deux axes. Il y a une meilleure écoute et une meilleure communication avec les procédés de reformulation dont tu parles. Il y a aussi, à mon avis, mettre quelqu'un, vraisemblablement, mais on veut le prouver, mettre quelqu'un à la sortie des urgences pour faire une éducation en santé, se dire que même en urgence, on a un rôle d'éducation en santé. Merci beaucoup. Merci.